Notre vie est une dette envers la société qui nous a accueillis lors de notre naissance, qui nous a instruits et qui attend de nous un apport. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans L'Homme et son histoire, le magazine qui vous présente le parcours des hommes que vous connaissez ou non, mais qui aujourd'hui sont devenus un exemple à suivre, notamment pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un homme qui va nous raconter son histoire. Il s'agit bien du professeur émérite Haddad Adnan. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous allez bien? Je suis très bien. Tant que je suis au Congo, je suis très bien. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour partager votre histoire sur l'antenne télévision d'Héritage. Première question, si je vous demandais... Regardez, avant tout, je suis professeur. Oui. Et je suis très très franc. Vous pouvez poser toutes les questions possibles, mais ça ne me dérange pas. Mais il faut, si ça peut déranger peut-être les spectateurs. Sinon, pour moi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous en prie. Déjà, j'ai dit que si je vous recommandais tout de suite là, de vous présenter à l'attention des téléspectateurs, qui est Haddad Adnan? Haddad Adnan, c'est bien marqué là-bas, c'est un arabo-libano-congolais. C'est-à-dire, je suis né dans un pays arabe qui est le Liban, mais je n'ai pas vécu ici qu'à peu près une vingtaine d'années. Tout le reste de ma vie, depuis 1960 jusqu'à maintenant, je suis au Congo. Et je suis resté au Congo, j'ai enseigné à tous les niveaux et dans la plupart des régions du Congo. J'ai commencé par Chabunda, et puis par Bagira, et puis par Kolwezi, et enfin par Kiwele à l'enseignement secondaire. En 1975, je suis passé à l'enseignement universitaire et je suis resté à l'université de Lubumbashi. J'ai fait là-bas à peu près 2 fois le doyen de la faculté de lettres de 1980 à 1990. Et puis après, on m'a nommé doyen de la faculté de droit de 2009 à peu près à 2012. Et maintenant, je suis à la retraite. J'ai continué à donner cours pour certains étudiants qui ont choisi le cours d'arabe. Mais mon cours, c'est-à-dire un bon professeur, c'est celui qui prépare ceux qui doivent le remplacer. Ce n'est pas lui qui reste pour toujours le même cours, ce n'est pas à lui, c'est pour les autres. C'est pour cela que j'ai formé Lamboué qui me donne maintenant le cours de littérature comparée à ma place. Et il y en a Lucien Luamba et il y a la fille Lufonda qui se prépare pour reprendre le cours d'arabe. Professeur, je voudrais qu'on parle de votre vie professionnelle un peu plus tard, mais vous vous êtes présenté sommairement sans parler de votre propre famille. Haddad est marié? De ma propre famille? Ouais. Non, c'est-à-dire, j'ai eu un problème, je me suis marié avec une femme, on n'a pas eu d'enfant, et puis on s'est séparés. Puis après, je suis resté seul. Puisque j'ai dû à ce moment-là m'occuper de mes petits frères et mes petites sœurs qui étaient seuls et mon père était déjà décédé toute ma vie. C'est-à-dire dans la vie, on peut avoir des enfants natifs qui sont venus de vous et des enfants adoptifs. J'ai beaucoup d'enfants adoptifs, que ce soit au Liban ou bien ici. Des gens qui étaient seuls, etc. Et j'ai dû m'occuper d'eux pour les Et vous vous êtes séparé d'avec votre femme, on est en quelle année précisément? C'était dans les années 60. Okay. Dans les années 60, maintenant je me suis habitué. C'est depuis 60 que vous vivez seul? Oui, oui. Sans avoir une idée de se remarier non. Par rapport aux remarques que vous aviez faites de votre ancienne femme? Et il faut tirer une leçon. Oui. Voilà, c'est une habitude. Okay. Ça va, mais je suis tranquille, je suis en mon aise, je travaille, je suis en bonne santé. Allez demander à tous les médecins, je n'ai jamais été hospitalisé pour une maladie quelconque, je suis très bien. Ça va. Et je ne suis plus jeune, je suis dans une vieillesse qui commence à se développer. Parle-nous de votre arrivée au Congo. Vous parlez de 1961 et vous arrivez tout de suite, vous êtes enseignant? Non. Ou vous êtes arrivé d'abord pour vivre... Non. Ici, il y a un grand problème. Oui. Moi, je commençais à donner cours au Liban, à l'école secondaire, à partir de 1950 jusqu'à 1960. 10 ans, j'ai enseigné au Liban avant de venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'université de Beyrouth en même temps, j'enseignais et je suivais le cours pour faire une licence en langue et littérature arabe et en langue et littérature française. Subitement, on lit dans les journaux que
Non, avant tout, on a entendu à la radio le discours de Nasser en Égypte sur Lumumba et comment on a assassiné Lumumba. Et à ce moment-là, c'était vraiment une grande révolution chez nous autres à Beyrouth, à Tripoli, contre les Belges. Et nous sommes allés lancer à ce moment-là des pierres contre l'ambassade de Belgique à Beyrouth et nous avons reçu un coup. Moi, j'ai reçu un coup ici. Et on a parlé de Lumumba et tous les gens étaient tristes. Et puis subitement, on lit dans les journaux ce qui suit, qu'au Congo, il y a des anthropophages, surtout au Maniema, où ils ont mangé les 15 aviateurs italiens dans un avion qui est atterri là-bas, on les a mangés. Et le mot, on dit, le mot Maniema vient du mot Nyama, et Nyama ça veut dire viande. Et c'était, si vous voulez, un grand problème dans notre université avec les étudiants. On s'est séparés, on était divisés en deux parties. Et il y a une partie qui dit oui, les Noirs sont des sauvages, ils peuvent manger les autres. Et nous disaient pas possible, les Noirs sont mieux que nous, ils ont vécu avant nous. Ça c'est vous qui... Non, non, c'était à l'université, les étudiants entre eux. Oui. C'est-à-dire on s'est séparés. Il y avait deux catégories parmi les étudiants de l'université de Beyrouth pour parler de comment on a mangé les 13 aviateurs italiens à Kindu. Oui. Et c'est marqué dans le journal, on a vu ça dans les journaux. Et il y a une catégorie d'étudiants qui ont dit oui, c'est possible. Il y a d'autres catégories qui ont dit non, ce n'est pas possible. Et j'étais parmi les gens qui disent ce n'est pas possible. On s'est chamaillé, on s'est battu, il y a eu beaucoup de problèmes. Et voilà, subitement, les gens qui étaient contre les Congolais et qui ont dit que les Congolais sont des anthropophages, ils sont venus me voir, me dire voilà le journal, les gens de l'UNESCO sont à Beyrouth, ils cherchent des professeurs pour aller au Congo. Si vous aimez les Congolais et vous voulez aller là-bas chez eux, vous n'avez pas peur d'eux, vous n'avez qu'à y aller. Alors, quand je me suis présenté devant la mission de l'UNESCO à Beyrouth, avec 2 licences en arabe et en français, tout de suite on m'a dit signer le contrat. Et je suis arrivé au Congo et je demandais tout de suite à Léopoldville de m'envoyer à Kindu. Mais à Kindu, il y avait beaucoup de gens déjà, assez de professeurs, ils m'ont envoyé à Chabunda. Et je suis arrivé à Chabunda et de là, je suis allé à Kindu pour voir comment on a bouffé les 13 aviateurs italiens. Et c'était une faute grave. C'était quoi, à vrai dire? Et j'ai écrit ça dans des livres, dans des conférences, et ça se trouve, si vous voulez, ça se trouve bien marqué. Qu'est-ce que j'ai constaté? Alors, à cette époque-là, les Belges sont venus pour attaquer le Congo. Et il y avait une révolution, la révolution de Lumumba. Ils venaient à ce moment lancer des bombes un peu partout. Une fois, les gens de l'ONU se sont égarés. Ils ont parlé avec l'aéroport de Kindu. Nous sommes au Congo, on leur a dit, vous êtes au Congo. Est-ce que nous pouvons atterrir? Ils ont dit, oui, vous pouvez atterrir. Et les soldats, ils ont dit, voilà, ce sont des Belges. Et ils sont en train de nous frapper et de nous tuer. Il ne faut pas les laisser venir, on va les tuer tous. Ils sont venus. Les 13, en descendant de l'avion, les soldats congolais sont allés vite les tuer tous. Ils les ont tués tous, soi-disant que c'était des Belges qui étaient en train de bombarder par avion le Congo. Alors leur chef a entendu le coup de feu. Le Congolais, un soldat, un militaire, il est venu leur dire, mais vous êtes fous? Comment vous tuez ces gens-là? Ce ne sont pas des Belges. Hein? Ce sont les gens de l'ONU, ils sont venus pour nous, etc. Ils avaient peur, ils ont pris le corps, ils l'ont jeté dans le lac. Et dans le lac, il y avait à ce moment-là comment on appelle, les poissons, un serpent, qui ont commencé à les grignoter. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les têtes, les crânes, et j'ai vu le corps de ces militaires qui étaient sur la terre là-bas. Et j'étais très sûr que personne ne les a jamais mangés et que personne ne pouvait pas à ce moment-là dire que les Congolais sont des anthropophages. Mais quand vous avez constaté cela, est-ce que vous avez eu le réflexe de rendre compte
à Beyrouth pour dire que l'information qui a circulé dans les journaux... Je vous ai dit, j'ai fait des articles, j'ai fait des livres, j'ai fait des conférences, j'étais dans des radios, des postes de radio, il n'y avait pas assez de Quelle a télévision. été la réaction de Beyrouth? Ils étaient très contents. Il y a des gens qui étaient très contents et les gens qui étaient contre les Congolais, ils se sont tus, ils ne pouvaient plus parler à ce moment-là, contre l'Afrique, etc. Et c'était tout un bouleversement. Et voilà, maintenant, on m'a dit que l'UNESCO a besoin. J'ai dit au gouvernement congolais et libanais de me mettre en dehors du travail pour une année, parce que j'étais officiellement professeur là-bas. Je leur dis de me mettre en dehors du service pour une année, parce que je veux aller préparer une thèse de doctorat à la Sorbonne. J'ai manqué. Et je suis venu au Congo. Et puis, quand c'était un mensonge. Oui, c'était un mensonge pour pouvoir à ce moment-là me débarrasser du Liban et aller et revenir au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Quand je suis arrivé au Congo et je suis allé à Chabunda, etc., les choses encore m'ont attiré. Quelles sont les choses? Que j'étais une fois dans un restaurant à Bukavu, dans un grand restaurant, et j'étais en train de manger, j'ai vu quelqu'un qui était devant moi et qui mangeait aussi. Il me regardait, je le regardais, on s'est vu qu'on était tous les deux des Libanais. Il est venu sur ma table, on s'est salué. Puis après, le garçon du restaurant, il est venu se mettre à côté de nous et il m'a dit, dites à votre ami qu'est-ce qu'il prend. Alors j'ai parlé avec mon ami en arabe, qu'est-ce que vous prenez? Il m'a dit, je ne sais pas quoi. Un verre d'eau froide. Un verre d'eau froide, on dit en arabe maïbaridi. Alors mon ami il dit, je prends un verre de maïbaridi. Et je vois que le garçon, il est allé de lui-même chercher un verre d'eau froide et de le donner. Je dis, c'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui t'a dit que nous voulons prendre de l'eau froide? Il a dit, vous avez dit maïbaridi? Il dit oui. Et vous savez qu'elle m'a dit oui. Ça veut dire pour nous autres, eau froide. Je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est le Swahili. Ça m'a étonné. Donc il y avait un mariage entre l'arabe et les Swahili. Et le Swahili, ça m'a étonné et je commençais à ce moment-là à pouvoir suivre à gauche, à droite, c'est quoi le Swahili, etc. Et je voulais à ce moment-là demander au gouvernement libanais de me donner encore une année en dehors du service pour que je reste au Congo. Un autre mensonge. Le gouvernement congolais et le libanais il a dit non, vous êtes déjà, comment on dit ça, vous avez déjà démissionné, des missionnaires, vous n'avez qu'à rester là où vous êtes. Donc voilà, c'est coupé avec le Congo. Donc je devais rester avec l'UNESCO. Là, vous avez déjà les dégoûts de la nationalité libanaise? Non, j'avais toujours l'université libanaise. Donc, ce qui m'a attiré de rester au Congo et de voir quelque chose sur le Swahili, sur le Zaïre, c'était le Zaïre, etc. Un jour, un ami libanais qui était doctorant de la Sorbonne en chimie, il était envoyé ici pour donner cours à l'université. Et on était dans une soirée et on parlait. Et il m'a dit, et voilà, moi je viens de la Sorbonne, je travaillais là-bas, mais je vous vois parler beaucoup de Swahili et vous connaissez l'arabe, le Swahili, etc. Mais c'est une chose intéressante. Pourquoi vous ne faites pas une thèse de doctorat à la Sorbonne sur ça? Je dis, moi? Il m'a dit oui. Je dis, comment ça? Il m'a dit, écrivez pour voir. J'ai écrit, je m'appelle Adnan Haddad, je suis libanais, je travaille au Congo, je veux faire un travail sur le Swahili et l'arabe, comment c'est. Attendez, je ne vous interromps pas. Donc, vous voulez dire que les Swahili, vous l'avez appris au Congo? Je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris le Swahili pour le parler. Non, j'ai connu le Swahili comme langue où il y a des mots empruntés à l'arabe. Oui. Et ça, c'est au Congo que vous l'avez? Ça, au Congo. Et vous avez mené des enquêtes et faire une étude maintenant? Non, c'était une curiosité pour moi. Ouais. Je ne savais pas qu'un de Libanais qui vient du Liban, de Tripoli, etc., peut aller à la Sorbonne. Ça, je ne l'ai jamais imaginé. Mais mon ami, il m'a dit, écrivez. J'ai écrit, je suis Libanais, je travaille sur l'arabe et le Swahili. Je cherche un professeur à la Sorbonne pour pouvoir me diriger. Mon ami, il a pris la lettre et il l'a annoncé à Paris, là-bas. J'ai reçu, durant 2 mois, au moins 20 réponses.
chacun me dit, monsieur, vous pouvez travailler avec moi de professeur à la Sorbonne. Mon ami qui était libanais, mais il a vécu en France, il m'a dit non, celui-ci de Marseille, c'était non, celui-ci, choisissez celui-là. J'ai choisi quelqu'un et j'ai travaillé avec lui à la Sorbonne. Et en 75, je suis allé à la Sorbonne défendre ma thèse. Et ma thèse, je l'ai défendue, vous voulez peut-être le voir tantôt. Directement, il y a quelqu'un qui était dans la salle, un éditeur, et il m'a dit, donnez-moi votre thèse, je veux l'éditer. Il a édité à CEDES à Paris en 1983, et sorti sur le livre L'Arabe et le Swahili dans la République du Zaïre. Tantôt, je peux vous le montrer. Et comme ça, je suis resté au Congo. Et tout est parti de là. Vous êtes maintenant passionné aujourd'hui de vivre en RDC, vous l'avez d'ailleurs dit. Mais racontez-nous quand même votre aventure lorsque vous êtes arrivé dans le Katanga, dans son ancienne configuration là, parce que vous avez donné cours à Kolwezi notamment. Oui, vous avez donné cours à Lubumbashi, précisément au complexe Kiwele. Alors racontez-nous votre aventure ici dans le Katanga. Il n'y a pas eu d'aventure, mais il y a eu de curiosité, parce que moi, même jusqu'à présent, quand j'ai 2 heures de cours, je donne 1h30 de cours. Un quart d'heure, je dis aux étudiants, celui qui n'a pas compris le cours, qu'il pose la question, il ne doit pas sortir d'ici s'il n'a pas tout compris. C'est pour cela, moi, je vous le dis franchement, allez demander à mes étudiants, tous mes étudiants réussissent. Il n'y a pas d'étudiant qui échoue chez moi. Parce qu'un bon professeur, il voit l'étudiant faible et il essaye à ce moment-là de le rendre fort en lui donnant des livres, en l'encourageant à pouvoir se développer et se former. S'il ne réussit pas à la première session, il peut réussir à la deuxième session. Donc ici, je n'ai pas eu de problème, au contraire, j'étais toujours bien reçu, mais j'ai eu peut-être un petit problème au moment où il y avait des Belges qui étaient à l'université et quand ils ont vu ma thèse, ils n'étaient pas très contents. Un petit peu, ils ne voulaient pas me prendre comme assistant. On m'a pris à ce moment le père Saint-Moulin. Alors c'était lui qui me connaissait très bien. Il m'a pris comme étant un professeur qui encadre les étudiants dans l'enseignement secondaire et surtout. Puis après, je suis passé à l'université et je suis resté à l'université. Mais on ne sait pas finalement comprendre votre domaine précis. Ada décrit trop, il aborde plusieurs questions à la fois. Oui. Conséquence, le public est dans, en guillemets, cette ratatouille. Cette confusion ne sait pas vous situer exactement. Quel est votre domaine de prédilection? La littérature et la linguistique. Donc j'ai la littérature comparée, et si vous voulez la littérature comparée, vous ne pouvez pas l'imaginer, je peux vous donner maintenant un livre, vous pouvez le lire. C'est-à-dire quoi la littérature comparée? On ne compare pas, il y a des gens qui croient que dans la littérature comparée, on compare 2 littératures d'origine différente. Non, ce n'est pas ça la littérature comparée. La littérature comparée, ce sont les idées qui ont pris naissance dans un pays, et puis les mêmes idées sont entrées dans un autre pays. Comment l'autre pays qui reçoit les idées, il peut le modifier et le changer pour qu'il soit applicable dans son milieu. Donc la littérature comparée, c'est l'étude des idées littéraires qui passent d'une culture dans une autre culture et quels sont les changements qu'ils subissent pour être acceptables dans le nouveau milieu. J'ai un livre qui est devenu universel et qui est enseigné partout dans le monde. Et dans le titre, quel est le titre du livre? Tu peux savoir c'est quoi? Allez-y. Les fables de La Fontaine d'origine orientale. C'est ça le titre du livre. Je peux vous donner un exemplaire parce que je donne ici des exemplaires aux étudiants qui font la littérature comparée. Ça, c'est la littérature comparée. Comment La Fontaine a lu les fables arabes traduites en latin, puis après, comment il a fait ses fables. Et je donne dans mon livre l'origine de la fable en arabe, comment elle était, et la fable chez La Fontaine, comment elle est devenue. Et je fais la comparaison entre les deux.
Et maintenant, ici, parmi vos écrivains, il y en a plusieurs qui imitent. Et on peut étudier la littérature comparée à travers leur littérature et leur... Est-ce que vous avez une estimation du nombre de vos publications? Je peux vous montrer cela. J'ai au moins... En termes de chiffres? Une trentaine. Une trentaine de publications. Oui. Je peux vous le montrer, vous pouvez les filmer, c'est déjà publié dans une revue. Mais lorsqu'on visite votre maison, on se rend compte que tout repose sur le livre. Oui. C'est ça que vous avez choisi comme vie? Oui, ma richesse, c'est le livre. J'aime les livres beaucoup plus que mes enfants. Ah bon? Et j'adore le livre, je prépare le livre, je ne le déchire pas. Et je vous le dis franchement, et je le dis encore, surtout pour les spectateurs, que le livre, c'est la grande richesse. Premièrement, essayez de lire un livre aujourd'hui, cette année-ci, et vous le mettez de côté. Vous le comprenez. Dans 5 ans, prenez le même livre et relisez-le. Vous constatez que vous n'avez rien compris encore de ce livre. Donc chaque lecture avec le temps d'un livre peut vous donner à ce moment-là une signification différente et une formation différente. C'est pour cela, moi, un livre ancien, je le relis une deuxième fois, je découvre des choses que je n'ai pas constatées dans la première lecture. Donc la lecture dépend du moment où on lit, de la santé de la personne, de sa forme, de ses émotions quand il lit, etc. et de ses intérêts pourquoi il lit. Et tout cela change avec le temps, donc la compréhension de la lecture change aussi avec le temps. Vous avez une centaine de livres dans votre maison? Des milliers. Des milliers. Alors, c'est une richesse, vous l'avez dit, oui. mais après vous, qui va gérer toute cette richesse? On risque de constater qu'après à date, et voilà, cette richesse est partie. Non, c'est-à-dire ce que je prévois et ce que je veux faire, c'est de faire de ma maison ici un centre culturel arabo-africain. Très bien. Et je marque dehors arabo-africain. Le fils de mon travailleur, qui est maintenant à l'université, il étudie, il s'appelle Haddad encore, c'est l'aîné de son père. Et lui, il sera à ce moment-là le responsable du centre. Et il met les livres et le salon devient à ce moment-là un salon de lecture. Les gens viennent ici, ils payent l'argent pour devenir membres dans le centre arabo-africain. Ils payent 5 000 francs, 2 000 francs, etc. Et il peut à ce moment-là, chaque fois il peut venir, entrer, demander à date, donnez-moi. On va afficher les titres de livres dans des listes qui se trouvent dehors. Chacun dit, moi je veux lire ce livre. Il lui donne le livre, il le lit, et il le remet, ainsi de suite. Vous comptez lancer ce projet vous-même ou ça va être après vous? Après moi. Vous ne voulez pas voir, être passionné de vivre votre propre centre? On ne sait pas. Il y a des idées qui viennent, il y a beaucoup de choses qui viennent, on verra, je ne sais pas. Donc, vous entendez dire, l'idée c'est de faire un centre culturel. Un centre culturel arabo-africain. Et cette fois-là sans vous? Ou bien arabo-congolais, on peut dire aussi, n'importe quoi. On va voir, c'est-à-dire, je veux voir à ce moment-là quelques avocats, je veux voir quelques collègues. Nous réunissons ensemble et je ne prends pas à ce moment-là la décision tout seul. Je pourrais à ce moment-là voir si les autres peuvent m'aider à trouver une solution normale. Dans vos différentes publications, vous avez plusieurs fois vendu positivement l'image du Congo notamment. Est-ce que ça ne vous crée pas de problème avec l'Europe? Ça m'a créé un petit problème, surtout sur le nombre de professeurs formés par la Belgique et qui n'ont pas été du secondaire et qu'on a pu former avec l'UNESCO, etc. Et puisque j'ai raconté ça dans plusieurs livres et cela dans plusieurs conférences, on ne me donne plus de visa pour la Belgique. Ah bon? On ne me donne plus de visa. Moi, je n'ai plus besoin. Ça fait combien de temps que vous avez fait l'espace Schengen? Non, j'ai eu des dizaines avant tout. Chaque fois que je rentrais d'Europe, de l'Afrique, je passais par l'Europe. Toujours, je passais par l'Europe, premièrement pour ma thèse de doctorat et deuxièmement pour voir les amis là-bas. Mais maintenant, je ne passe plus par l'Europe, c'est fini. Pas de visa? D'ici à Addis Abeba, Beyrouth. Premièrement, mon corps n'est pas encore
assez fort pour pouvoir supporter de longs voyages dans un avion. Je préfère rentrer rapidement et rentrer chez moi. Et voilà. Et c'est ça la vie, mais la vie est très belle. Et je vous ai dit, si je suis encore vivant avec un âge assez avancé, c'est grâce... 82 ans précisément. 84 ans. 84. 84 ans. C'est grâce à l'atmosphère du Congo, les deux atmosphères, l'atmosphère physique et l'atmosphère humaine. Pourquoi vous êtes obsédé par le Congo finalement? Vous entendre dire le Congo c'est un paradis pour vous? Non, oui, c'est un paradis parce que là, avec l'UNESCO, j'ai eu beaucoup d'argent. On nous a donné beaucoup d'argent. Je recevais à peu près 1000 $ par mois et c'était à cette époque-là une grande fortune. Avec cela, j'ai pu aider ma famille, mon père, ma mère, j'ai construit des maisons pour eux, etc. L'UNESCO a pris fin en 1980. Et moi, je fais à ce moment 20 ans avec l'UNESCO. Et ce n'est pas possible. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis après, quand le Congo, l'UNESCO a cessé, il a dit c'est fini, vous ne trouvez là pas. Le gouvernement congolais à cette époque-là nous a envoyé une lettre nous disant « Messieurs, vous pouvez rester, on va vous payer autant que le Congo, etc. » Et je suis resté. Le Congo nous payait aussi, jusqu'au moment où tout a changé. C'est pour cela tous mes collègues qui étaient avec moi de toutes les nations sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y a des remplaçants congolais qui trouvent à leur place. Moi, je suis resté pour le cours d'arabe. Professeur Haddad, nous sommes en train de presque de finir cette émission. Ça va, mais par ailleurs, pendant que j'ai préparé cette émission, j'ai appris que vous étiez aussi consultant et conseiller des couples. Vous qui n'êtes pourtant pas marié depuis... C'est-à-dire, vous pouvez lire mon livre, je peux vous donner Sexualité sans frontières. C'est-à-dire, pour mon livre et pour un travail qui va sortir bientôt, ce qui demande le monde deux choses. Premièrement, l'argent et deuxièmement, la sexualité. Et si vous regardez un tout petit peu, ça, quelle est la maladie la plus grave qui se trouve ici à Lubumbashi? C'est le sida. Et c'est à partir de cette problématique que vous avez créé un cabinet de consultation. C'est un cabinet où vous le faites Non. Le dimanche, quelqu'un vient, il téléphone. Monsieur, tout le monde peut venir vous visiter pour demander conseil en sexologie. Il y en a plusieurs qui sont venus et j'ai écrit un livre sur ça. J'ai écrit un livre, je ne vais pas citer le nom. Le livre « Sexualité sans frontières » et le titre c'est « Delphine, la religieuse enceinte ». Et c'était une religieuse qui était devenue enceinte dans les années 70 et c'est sorti dans tous les journaux ici, vous le voyez, etc. Et je parlais, etc. Et je vous le dis franchement, qu'est-ce que j'ai mis sur le livre là? J'ai mis mon nom. Quel est mon nom sur le livre, l'auteur du livre hein? Sexualité sans frontières. Ce n'est pas Adnan Haddad que j'ai mis le nom. J'ai mis Zaliko. C'est anonyme. Zaliko. Parce que si les gens qui vont lire leur histoire là-bas et disent Haddad raconte leur histoire, ils vont porter plainte contre moi. Ils sont encore vivants. Et Zaliko, ça veut dire quoi? Za, à cette époque, c'était quel pays? Zaïre. Eli, je viens d'où? Liban. Et maintenant, je suis où? Au Congo. Voilà. Très bien. Alors, on va finir cette émission, professeur Haddad. Nous avons eu vraiment de la matière, mais je vois dans votre jardin un véhicule fixé. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est ma voiture, les 2 chevaux, qui m'a servi depuis 1983. Okay. Elle a fait 30 ans. Tout le monde connaît très bien cette voiture. Jusqu'au moment où maintenant je n'aime plus conduire des voitures. Premièrement avec mon âge et deuxièmement avec la circulation qui est devenue, si vous voulez, embarrassante. Professeur, on est arrivé à la fin de cette émission. Vous êtes au soir de votre vie et il y a des jeunes gens qui nous regardent à l'instant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette jeunesse à venir de demain, relève, qui vous regarde et qui voudrait entendre de vous, père, un conseil? Un simple conseil. Un jeune doit être responsable de ce qu'il fait. Pour être responsable de ce qu'il fait, il doit réfléchir et il doit agir selon une étude bien faite.
Moi, tous les gens que j'ai formés, ils suivent cette méthode et demandez à votre chef aussi. Ça veut dire il doit avoir confiance en son père, ou bien sa mère, ou bien son oncle, ou bien son professeur. Quand il a un problème, de venir à ce moment-là soumettre le problème à quelqu'un pour pouvoir l'aider à le résoudre. Et il doit à ce moment-là savoir découvrir la vie petit à petit. Et il doit être très franc à tout point de vue avec les gens. Pour terminer, je peux vous dire cela. J'ai dit, et je vous le répète, que dans mon cours, il y a 1h30 de cours, un quart d'heure pour poser des questions sur le cours et un quart d'heure questions d'ordre général. Il y a quelques-uns qui me posaient des questions sur la sexualité, sur le mariage, sur la rencontre, etc. Mais ils avaient honte, puis ils se cachaient. Un jour, je leur ai dit, voilà, tous vous pouvez poser, nous n'avons plus de questions. Je dis, voilà. Vous posez vos questions, mais vous pouvez les écrire par écrit et sans mettre un nom. Voilà. Et j'ai eu à peu près 150 papiers où il y a des questions, il n'y a pas de nom. Et toutes ces questions étaient sur la sexualité, par les filles et par les garçons. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. L'homme et son histoire. Je rappelle que nous recevions pour vous les professeurs Haddad Adnan. On va finir cette émission avec la visite de sa maison. Et à très bientôt pour un nouveau numéro.